Voilà, bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? On est un petit peu dans une session spéciale de ce webinaire, puisque vous voyez, je suis avec notre conférencière Claudie Bonpoint-Lasky et ce webinaire se fait durant la semaine de la médiation et en partenariat avec la Fédération française des centres de médiation dont vous êtes vice-présidente. Exact. Chargée de la veille législative, si c'est bien ça. Et pas que vice-présidente, vous êtes aussi avocate honoraire, médiatrice depuis bientôt 20 ans avec peut-être plus de 700 médiations à votre actif, c'est ça, on les compte plus? Si, on les compte encore. On les compte encore, on les compte encore parce que vous êtes toujours en activité. Et c'est aussi le 14e webinaire du CEMA qui a une spécificité, c'est que j'y suis très sensible dans la mesure où on va revenir sur une de mes passions, et je crois que c'est une passion commune, à savoir la Grèce antique. La Grèce antique et plus spécifiquement les mots grecs. Et vous voyez, on est encore à la table de travail parce que encore cette nuit, on a eu des intuitions, on a eu des révélations qu'on vous réserve pour ce webinaire. Donc nous-mêmes, en revenant aux sources des mots qu'on utilise couramment ou qu'on utilise entre professionnels de la médiation, eh bien, on arrive, et c'était l'ambition de ce webinaire, on arrive à mieux penser notre activité de médiateur au regard de la manière dont elle a pu être définie il y a plus de 2000 ans, même on peut dire 2500 ans. Exactement. C'est bien ça? Revenir au sens premier, dans le sens étymologique, qui veut dire la parole vraie au sens scientifique. Exactement, puisque l'étymologie, c'est la parole vraie. Alors la parole vraie, après vous allez voir qu'elle va peut-être faire grincer quelques dents, parce que l'usage des Grecs, même s'il a posé les choses, et on va revenir aussi à Platon, s'il a posé les choses, eh bien on s'en est aussi éloigné. Dérivé. Voilà, mais l'intérêt en médiation, c'est toujours de faire les choses en conscience, et donc pouvoir aussi en tant que médiateur, si je dérive, le faire en conscience, donc savoir que je dérive, et quelles sont les bonnes raisons que j'ai de dériver. Alors, comme d'habitude, vous pourrez poser vos différentes questions dans le Q&R. Ça a déjà commencé. Et indiquer, merci à tous ceux qui l'ont fait, indiquer d'où vous nous regardez. Nous sommes à Paris. Oui. Et nous avons un petit décor à la Grèce, à la grecque, avec, pour ceux qui voient, Sissi l'impératrice derrière de Corfou, et le petit Olivier. Et le petit Olivier. Voilà. Alors, les mots grecs, on va attendre que tout le monde arrive. On en a un certain nombre, puisqu'on en a carrément 32. 56. 32 mots. Les mots, oui. Voilà, 56 quoi? Présent. Ah oui, d'accord. On a 32 mots. Et donc, au niveau des mots, le temps que tout le monde arrive, eh bien, je voudrais juste vous préciser qu'on va peut-être pas, je ne sais pas si on aura le temps de tout regarder. On a nos favoris. Claudie veut à tout prix qu'on regarde tout. Mais on sait déjà, on va commencer par l'avocat, on va finir par le médiateur. Donc on garde le meilleur pour la fin. Et au niveau du médiateur, il y aura quelques révélations très intéressantes que ceux qui ont pu lire La Minute Antique, que vous aviez écrit, eh bien, comme article, eh bien, dans le village de la justice, connaissent déjà un petit peu, mais je crois que vous avez encore un petit peu évolué depuis qu'on a préparé ce webinaire. Mais on ne va pas tout dire. On va s'en garder pour la prochaine fois. Voilà, peut-être pour la prochaine fois. Alors, il va y avoir, vous le voyez déjà à l'écran, il y a un PowerPoint. Donc, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, avoir un doute du PowerPoint, puisqu'on va avoir des mots grecs. Donc, on a vraiment décidé de faire les choses dans les règles, avec rigueur. Simplement, nous ne sommes pas, je le précise, nous ne sommes pas philologues. Nous sommes juste philhellènes. Exactement. Et pas complètement helléniste. Et pas complètement hellénistes. Donc, excusez-nous si d'avance, si nous commettons quelques erreurs. On est allé voir le bailli, on est allé voir différents dictionnaires. Encore cette nuit, on y était pour nous assurer. Encore tout à l'heure, on a fait quelques corrections parce qu'on n'a jamais fini de cheminer. Et c'est bien ça d'ailleurs la médiation, c'est de pouvoir cheminer. Il y a une autre spécificité, c'est qu'au départ,
Je souhaitais que Claudie soit la seule conférencière et puis vu l'énormité de la tâche, parce que je lui ai demandé plus encore que son article, eh bien, vous m'avez demandé de pouvoir aussi prendre une part. C'est pas simplement pour un motif quantitatif, c'est pour un motif qualitatif. Voilà, je tiens à en fait, prendre mon plaisir moi aussi à partager avec vous, et c'est évident, ces quelques journées, quelques heures que nous avons passées ensemble, pour le préparer. Oui, m'ont vraiment fait beaucoup de plaisir, beaucoup. Bah, moi aussi, c'était un vrai plaisir, donc j'espère que vous aurez autant de plaisir qu'on a eu à le préparer. Alors, sans plus attendre, je regarde Michel Guillaume-Ofnou, oui. Oui Michel, je sais que tu es là. Et on s'est dit avec Claudie, on va faire un petit clin d'œil parce que bien évidemment on va parler de la conciliation et plus spécifiquement du conciliateur. Donc il y a peut-être quelque chose que tu vas découvrir ou pas parce qu'on sait que tu es helléniste. Oui. Et que donc Michel étant là, Michel Guillaume-Ofnou, il est possible que tu nous corriges, donc n'hésite pas à le faire et tous les autres bien évidemment. Alors, on va commencer ça. Donc on a mis 10 ensembles de mots. En tout, ça fait 32. On va commencer par les tiers judiciaires et on va finir par le tiers amiable, par le médiateur. Donc, vous voyez, ça fait un certain nombre de mots. On ne va pas s'attarder sur tous les mots, mais on va essayer de tous pouvoir les examiner avec aussi l'étymologie, donc toujours à partir de l'étymologie, à partir du mot grec. Donc ceux qui savent lire le grec, ce sera facile, mais ceux qui ne savent pas lire le grec, bien évidemment, on a prévu la transcription latine. Phonétique. Et phonétine. Oui. Phonétique, voilà, tout à fait. Donc des tiers judiciaires jusqu'au tiers amiable. Alors nous allons commencer avec l'avocat. L'avocat qui est une... on dira pourquoi l'avocat en médiation, voyons. Mais on a énormément besoin de l'avocat en médiation, énormément. Et d'ailleurs, il y a quand même l'idée de l'avocat médiateur qui peut exercer séparément, à part, l'activité de médiateur, et il y en a de plus en plus. C'est à eux que nous pensons en particulier, là, en commençant par avocat. Mais avocat, pourquoi? Parce que le nom vient d'indiquer la justice, donc c'est normal, son nom c'est Diko-Logos, mais nous avons découvert qu'il n'y a pas que l'avocat qui parle, il y a aussi le Diko-Graphos, c'est l'avocat qui écrit. Donc ça nous fait penser à l'avocat conseil qui a fusionné avec l'avocat plaidant en 1991, si je ne me trompe pas. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait encore une autre appellation, c'était le sunégoros, c'est-à-dire celui qui était sans doute plus au pénal, parce qu'il partageait l'avis de son client, ce qui n'est pas toujours recommandé. Voilà, donc c'est pas de l'empathie, il ne faut pas confondre, c'est tout à fait autre chose, mais seulement ça donnait lieu à des honoraires, puisque étrangement, le mot honoraire ne vient pas de diké, il vient de sunégoros, puisque les honoraires se disent sunégorikon. Donc ça a toujours été très intéressant, les procès d'assises. Je crois financièrement, ce sont les procès c'est ce qu'on voit. Logiquement, d'après les médias, devraient rapporter le plus. Voilà, donc une petite allusion coquine. Donc ce qui est très intéressant, c'est que on voit par l'étymologie que l'avocat en Grèce antique, il est vraiment cantonné à la procédure, au judiciaire, au juridique, et donc on ne pense pas du tout à l'époque à ce que l'avocat puisse avoir un rôle de médiateur. Voilà, il n'a pas le rôle de réconcilier les parties, au contraire, il a le rôle de jouer dans l'affrontement, dans la bagarre. Très bien. Donc, il ne faut pas s'étonner quand il y a certains avocats qui maintenant ne souhaitent pas être médiateurs et sont fidèles en quelque sorte à la tradition antique et la manière dont les choses ont été posées. Très bien, très bien. Un autre tiers judiciaire, mais qui nous pose un problème. Oui. Dans le sens que nous aimerions parler de conciliateur, seulement il est introuvable. Le mot conciliateur est introuvable dans tous les dictionnaires que nous avons fréquentés. Nous avons trouvé le mot sunalagé pour dire la conciliation, mais pas pour le conciliateur. Donc sunalagé, sun et alagé, ça veut dire changement avec. Donc on échange, d'accord, on échange. Mais il n'y a pas une activité spéciale qui soit structurée, qui soit reconnue
comme étant donc le conciliateur tel que nous l'appelons maintenant. Alors, je pense qu'il faut en déduire que l'art de vivre grec, à l'époque, était très élaboré, très raffiné, et que dans la situation familiale, dans le cercle de proximité, il y avait toujours un aïeul, un proche, quelqu'un qui était le sage de la famille, celui qui était un peu comme le grand-père, la grand-mère, nous avons connu, avant donc on institue le juge de paix. Donc en interne, le grec, la famille grecque avait son conciliateur, entre guillemets. Donc c'était inclus, et ça devrait l'être maintenant, dans notre art de vivre, et non pas nécessiter l'intervention d'un tiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le verbe alasoki, dont est dérivé alagé, veut dire à la fois se concilier, c'est-à-dire en position binaire, la distinction est chère à Michel Guillaume-Hoffnung, on ne va pas manquer cette occasion, ou alors concilier, et qui est en position ternaire. Donc c'est intéressant de voir que déjà, cette double attitude est prévue chez les Grecs, mais sans que ce soit une personne qui ait une activité particulière pour procéder à ce rapprochement. Oui, donc ce qui est très intéressant, c'est que l'absence du terme conciliateur, paradoxalement, pourrait faire penser que ça pourrait faire penser qu'il n'y a pas de conciliation, alors que justement, s'il y a une absence du mot conciliateur, votre analyse, et donc on soumet ça aux spécialistes, c'est que c'était quelque chose de tellement naturel au sens culturellement établi, et on le verra tout à l'heure parce qu'on parlera de Solon, que finalement il n'y avait même pas besoin du terme, parce qu'il n'y avait pas un rôle spécifique de conciliateur, ce qui comptait c'était l'action de concilier, et n'importe qui pouvait faire cette action de concilier, sauf l'avocat, mais on va le voir, ça peut être aussi bien le juge, l'arbitre, et Michel ne hurle pas, ça pouvait être aussi à l'époque le médiateur. Oui, puisqu'il n'y avait pas de fonction particulière pour représenter cette activité-là. Voilà, c'était une activité et elle n'était pas dévolue à une personne. Elle était transversale complètement. Exactement, elle n'était pas. D'où après la pérennité de l'association entre l'activité de médiation et la conciliation, notamment dans la loi du 8 février 1995. Oui, puisque les deux notions sont traitées l'une à côté de l'autre. C'est la faute au grec. Sans définition de la conciliation, par contre. Oui. Même si la définition de la médiation dans la loi de 95 ne nous plaît pas, mais au moins nous en avons une, tandis que le conciliateur n'en a pas, et n'en a toujours pas. Alors on continue pour avec le juge, parmi le juge. tiers judiciaire, en tête même. Donc de diquer toujours la justice, on arrive au mot dikastes, qui veut dire donc le juge, celui qui rend la justice. Mais ce qui est très intéressant quand on pioche dans le bailli, c'est qu'à côté, parmi les premières acceptions du terme, on a la notion de vengeance. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai ce sentiment depuis longtemps que quand on va plaider, on demande vengeance pour notre client. Et elle est tarifée cette vengeance maintenant, et c'est la transposition du Code d'Hammurabi, c'est-à-dire la loi du talion, mais codifiée, c'est-à-dire qu'on lui a donné la forme du nomos, de la loi, mais en réalité c'est une coutume et c'est un besoin existentiel de vengeance. Donc il faut en être conscient pour se reconnaître qu'effectivement nous sentons qu'il y a des limites à la justice de part existentiellement, c'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment subjectif. Je pense que ça doit être universel, ce sentiment de se dire je vais demander vengeance, on le reconnaît. Parce que c'est juste. Parce que c'est juste. La justice, ce sera quand j'aurai obtenu vengeance. Exactement. Mais c'est peut-être à notre époque, on doit pouvoir faire mieux. Et on verra tout à l'heure comment on peut également faire mieux. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit. On reviendra tout à l'heure aussi sur la notion de justice. Oui. À travers la notion de diké. C'est vous. On va approfondir. Voilà. Et donc le dernier tiers judiciaire, c'est l'arbitre, dont le nom est dérivé de celui de juge, puisque c'est dikastes. Donc, emes dikastes, c'est-à-dire celui qui fait le juge, mais au milieu. C'est-à-dire, il rend une sentence, mais en équité.
puisqu'ils au milieu, c'est équitablement par rapport à la notion de juge et de nomos de la loi. Donc ça, c'est proche de l'usage moderne. Oui, exactement. D'accord. La différence, on recherche de l'équité, puisque le juge actuellement ne peut juger que selon la loi. D'accord. Donc c'est l'arbitre qui donne cette possibilité-là. Donc voilà pour l'avocat, le conciliateur, le juge, l'arbitre. Et comme je vous l'ai dit, le médiateur, bien évidemment, on le réserve pour la fin. Pas simplement pour créer un désir, mais c'est surtout parce que c'est important d'avoir traversé toutes les autres notions pour bien comprendre. Et d'ailleurs, c'est la notion la plus complexe. Donc c'est aussi pour ça qu'on la réserve pour la fin. Espérons que ce soit une évolution. Exactement. Alors, après avoir vu donc les tiers judiciaires, on va voir l'objet. L'objet qui concerne donc les différents tiers judiciaires. À quoi sont-ils confrontés? Donc ils sont confrontés à un problème Voilà. auquel on va chercher une solution. Une solution. Alors c'est quoi un problème pour les Grecs anciens? Ça s'appelait probléma, tout bêtement. Et cela voulait dire question à résoudre en matière scientifique. On est parti donc du sens scientifique, et au sens propre, c'est un rempart, le probléma, c'est un promontoire, c'est un obstacle. Alors je crois que c'est clair, on n'a pas besoin d'explications complémentaires, mais il existe un autre terme pour décrire le problème, c'est l'amphibéthéma, qui veut dire je suis dans le doute parce que j'ai deux notions contraires qui s'opposent. Donc je suis en désaccord parce que je ne suis pas des deux côtés en même temps. Voilà. Et ce mot nous fait penser à amphibie, puisque c'est la racine amphis qui veut dire des deux côtés. Donc quand je suis en désaccord, j'ai un problème. Oui. Et le désaccord m'empêche d'avancer. Ah oui, ça c'est un obstacle. Oui, je n'ai pas précisé ça au tout début, je le précise. Dans les différents termes qu'on a choisis, donc on a essayé d'être exhaustif, mais bien évidemment exhaustif, mais on n'a pas pu tout prendre, on essaie de prendre l'essentiel dans le temps qui nous est imparti. Il y a des termes comme probléma, problème, qui sont directement issus du grec. Voilà, vous posez le mot grec, vous le prononcez, c'est la même chose. To probléma, problème. Ok, ça c'est facile. Il y a des termes qui sont, comme on va le voir tout à l'heure avec conflit, qui ne sont pas directement au niveau phonétique issus du grec. Ils ont une étymologie latine, mais l'étymologie grecque vient éclairer la manière dont les Grecs se saisissaient de la notion, ça vient complètement éclairer le mot. Et puis il y a aussi un néologisme, donc il y a aussi des mots qui n'existaient pas, et ça ce sera très intéressant, c'est ce qu'on réserve pour la fin, qui n'existaient pas du temps des Grecs, mais qu'on a construit de nos jours dans la manière de penser la médiation à partir du grec. Je vous le donne, c'est empathie. Entre autres. Entre autres. Voilà. Donc, on a un problème et on cherche une solution. Alors la solution, c'est quoi? Ça passe d'abord par les interactions. Donc, ah oui, il faut aussi résoudre la solution, effectivement. C'est ma partie. C'est toujours à vous, c'est toujours à vous. Donc, la solution en grec se dit dialusis, de la racine luo, qui veut dire délier, lâcher, délivrer, résoudre. Donc, diluo, cela veut dire qu'on arrive à transiger par un assouplissement, on s'énerve, c'est même prévu, mais on se réconcilie. Et ça devrait donner une solution. Mais ça ressemble plutôt à la solution que va nous donner le conciliateur. Cette solution va résoudre le litige qui nous amène, mais ça ne va pas forcément restaurer le lien, restaurer la relation et résoudre le conflit. Oui, c'est que l'étymologie grecque, elle permet vraiment de bien penser les limites de la conciliation actuelle. C'est-à-dire que la solution, et elle est fidèle à la notion de solution en grec ancien, c'est-à-dire que la solution vise à dissoudre le problème. On fait disparaître. Donc oui, effectivement, j'ai une décision de justice, j'ai une solution au problème, j'ai résolu en apparence le litige. Et c'est aussi sa limite, parce on ne peut pas dissoudre un problème en réalité, puisque le problème, c'est pas ça qui fait conflit. C'est pas tellement le problème, c'est la problématique, c'est la manière dont chacun va se saisir du problème.
c'est tout l'affect, on le verra tout à l'heure, tout ce que chacun peut penser, la communication qui dysfonctionne, et ça ne se dissout pas. Non. Ça se règle. Sans l'aide d'un médiateur. Voilà, ou il faut faire autrement, il faut déjà pouvoir faire tiers avec soi, on verra la notion de tiers. Et donc ça implique qu'on chemine ensemble. Il ne peut pas y avoir une action d'un tiers qui vienne de manière mécanique ou chimique dissoudre le problème. Absolument. Ça, c'est le coup de baguette magique qu'on peut rêver, mais ça n'existe pas parce que le problème, c'est pas juste un problème, c'est une problématique, donc c'est complexe. Parce que ça relève de l'humain et que, en réalité, lorsqu'on est en conflit, eh ben, on n'a pas juste un problème. Alors, qu'est-ce qui fait, et on va y arriver, qu'est-ce qui fait qu'on peut aller dans un conflit? Ce qui fait qu'on peut aller dans un conflit, c'est d'abord qu'il y a une crise. Alors là, ça va être très intéressant, parce que bon, on est tous à peu près depuis 1 an et demi dans une crise. Il y en a depuis plus longtemps en crise économique, crise politique, il y a surtout la crise sanitaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous vivons la crise sanitaire comme une crasis et non pas comme une crisis. C'est-à-dire que la crisis, pour les Grecs, c'est vraiment le moment décisif qui va permettre la prise de décision. Parce que crisis vient de krinen qui veut dire trier. Donc j'ai différents éléments et c'est le moment de choisir le bon élément pour pouvoir faire le choix qui me permettra d'avancer. Et ça se distingue donc de crasis, qui est la confusion, le mélange, on pourrait dire le chaos. Et j'ai l'impression qu'en réalité, on vit la crise plus comme une crasis que comme une crisis. On a oublié le caractère d'opportunité que peut avoir la crise, parce que c'est justement au moment de la crise qu'il est nécessaire de prendre une décision, mais prendre une décision, ça veut dire pouvoir trier, et non pas décider de manière arbitraire. Et trier, ça veut dire pouvoir exercer sa raison, sans doute en confrontant les différents points de vue. Et si je n'arrive pas à trier, si je n'arrive pas à prendre une décision, eh bien nécessairement, je tombe dans le conflit. C'est-à-dire que je tombe dans le choc, dans la confrontation, et là le latin avec le grec se rejoignent, synkrousis, dans l'action de heurter. Il y a un choc entre les différents points de vue. Un choc qui ne suffit pas à avancer, qui ne suffit pas à dépasser le problème que l'on peut avoir. Et là, on a un intérêt, c'est d'aller voir du côté de Platon, parce que Platon, lui, distingue 2 types de conflits. D'une part, la stasis, qui est le conflit interne aux Grecs. On verra tout à l'heure comment Solon a résolu un conflit interne. Et puis la polémos, qui a donné polémique, qui avec les étrangers, qui relève de la guerre. C'est le conflit externe. Voilà, donc c'est-à-dire que si on prend juste la notion de conflit telle qu'elle vient des Grecs, ça obère une distinction très intéressante qu'on trouve dans la langue grecque. C'est pour ça que pour certains mots qui ne viennent pas directement du grec, on a trouvé utile d'aller voir comment les Grecs pensent la chose. Surtout qu'on sait, en tout cas c'est mon grand credo et je crois que tout le monde sera d'accord, que les Grecs et surtout Platon ont pensé à peu près tout en Occident avant nous, puisque nous en sommes les héritiers. Alors dans les deux cas, ce qui va se passer, que je sois dans la stasis ou dans la polémos, ce qui va caractériser le conflit, c'est la violence. Bia, c'est-à-dire la force, la violence, l'outrage, et plus précisément, et ça c'est un terme qu'on a gardé de nos jours, l'hubris, la démesure. Très à la mode, un mot très à la mode. Très à la mode. Il a fait preuve d'hubris. Alors, qui incarne l'hubris dans l'Antiquité grecque? Eh bien, là, c'est un des fondamentaux de notre littérature. C'est l'Iliade, sous-titrée La colère d'Achille. C'est-à-dire qu'Achille, tout héros qu'il soit, il a un usage démesuré. Et donc, ce qui va poser problème dans le conflit, c'est l'usage démesuré de la force. Et ce qui est intéressant chez les Grecs, c'est que dans leur notion de violence, comme elle est toujours issue d'une démesure, ça veut dire que rien ne vient légitimer la violence. Il n'y a pas, comme plus tard avec Weber, la notion de violence légitime. L'État aurait une violence légitime. Pour les Grecs, l'usage de la violence, si on reprend l'étymologie,
relève toujours d'une démesure. Et on le sait, toutes les tragédies grecques en parlent. La violence, en tant que démesure, et toute démesure, vient s'opposer à un idéal de sagesse. Et donc c'est quelque chose qui est condamnable. Et ça nous empêche d'accéder à la paix, qui vient de Irénée, la paix. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans la paix? Ça n'est pas dans l'étymologie, donc là on a eu besoin de passer par la mythologie. Alors pour ceux qui ne le savent ou qui ne le savent pas, la paix, donc Irénée, c'est la fille de Zeus et de Thémis. Alors Zeus, la toute-puissance, donc on pourrait dire la violence, puisque Zeus, grâce au cyclope, il a obtenu la foudre qui lui a permis de combattre les titans, et donc dans la gigantomachie, de pouvoir être le dieu souverain. Donc on pourrait dire, mais enfin quand même, Zeus est extrêmement violent. Oui, mais il y a Thémis. Thémis qui est la déesse de la sagesse, la déesse de la ruse, la déesse de la justice, la déesse de la raison. Et donc qu'est-ce que la mythologie nous indique? La mythologie nous indique qu'en fait, pour être en paix, il faut à la fois la justice, mais il faut aussi la puissance. Parce que la puissance sans la justice est aveugle, et que la justice sans la puissance est inefficace. Et donc ça c'est très intéressant par rapport à tout un courant de non-violence qui pourrait laisser penser, si on le lit un peu rapidement, qu'il ne faut aucun usage de la force. Ce n'est pas ce que disait Rosenberg, mais ça rejoint ça. Pour rentrer en paix, il faut malgré tout que j'ai un certain usage de la force. Et la paix intérieure. Et la paix intérieure, ce qui est très intéressant. C'est euthymia, oui, qui vient du mot cœur, thumos, c'est le cœur heureux. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il nous montre là? C'est que pour être en paix, il ne suffit pas que j'obtienne un accord de paix. Il faut encore qu'il y ait une forme d'intériorité. Et c'est là où on va arriver aux différents affects, avec notamment l'émotion. Voilà. Et je suppose que vous me passez la main. Je vous passe la main. Alors, donc, parmi les affects que nous avons recensés, nous avons retenu l'émotion, le sentiment, le ressenti à la grecque et l'empathie qui n'existait pas chez les Grecs. C'est un fameux néologisme qui est quand même central, je pense, dans notre travail. Alors, parlons d'abord de l'émotion. L'émotion en grec se dit kinésis, et kinésis, ça vous fait penser à cinéma, et cinéma, c'est le mouvement, les frères Lumière. Donc, kinéo, c'est le fait de mouvoir, d'être mis en mouvement, d'être remué, d'être agité. Quand on a une émotion, c'est une réaction physiologique, primaire, dit-on, indispensable, qu'il faut ne pas savoir trop retenir pour pouvoir mieux l'analyser. Et cette émotion, effectivement, on la ressent physiquement comme une agitation. On est souvent, par la colère, par la joie, on est agité. Donc on retrouve tout à fait chez les Grecs, ils avaient parfaitement fait le tour de la question. Les émotions primaires donc, sont passées tout à fait par le Péloponnèse. Donc ça veut dire que accueillir l'émotion, c'est accueillir le mouvement. C'est ça. Il faut aussi accueillir le remue-ménage, il faut savoir accueillir l'agitation. Il faut la reconnaître. Il faut reconnaître l'émotion pour pouvoir la distinguer du sentiment. Parce que je crois qu'on met du temps avant de distinguer la différence entre les émotions, les fameuses émotions et les sentiments. Je pense que avec le grec, le mot sentiment, il peut se dire avec deux racines différentes. C'est ou aesthésis, c'est l'action ou c'est la faculté de ressentir, mais avec les sens. On sent sentiment, mais avec les sens. Et c'est sunesis aussi. Sun, c'est toujours avec, et avec la racine eisomai qui veut dire savoir. Là, c'est ressentir, mais avec le savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que si on met derrière le mot savoir, il y a le mot science, c'est la science avec, et donc conscience. Donc là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait le sentiment ne se borne pas au cœur.
il ne se limite pas non plus au sens, ce que nous percevons, c'est-à-dire ce que nous entendons, ce que nous voyons. Il se perçoit aussi par des choses plus subtiles comme l'intuition, comme... Quand on dit j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui... J'ai le sentiment qu'il va se passer telle chose. C'est une perception très subtile parfois, comme une intuition. Effectivement, je crois que c'est le mot qui s'applique le mieux et qui peut nous guider à partir du moment où on est vigilant. D'accord. Donc ça a distingué du ressenti. Alors le ressenti, c'est une notion que j'ai trouvée opportune de mettre dans ma minute du médiateur antique, parce que on en parle quand même beaucoup quand on est en médiation. On demande aux personnes plus que le récit chronologique, on a besoin du récit du ressenti. Donc est-ce que ce ressenti, qui est dans la nature humaine, est-ce que ce ressenti était conscientialisé, on dit, je crois, du temps des Grecs? Et effectivement, à partir du verbe pasco, qui veut dire j'éprouve, c'est-à-dire je ressens, j'éprouve aussi bien du bien comme j'éprouve du mal. Et alors j'aime bien aussi quand on tombe dans ces dictionnaires d'Albaï, c'est qu'ils mettent l'opposé. C'est-à-dire ce que j'éprouve c'est le pasco, mais c'est opposé à ce que je fais. Ce que je crée c'est le poieo, et ce que je fais ça va nous donner le poème. Je crée un poème et je ressens par contre un plaisir et je ressens une douleur. Mais attention, pasco, ce n'est pas souffrir, pasco, c'est ressentir. Je dirais même que le dérivé pathos, qui nous intéresse au premier chef parce qu'il est l'objet d'une dérive que nous souhaitons dénoncer aujourd'hui, c'est que ce pathos ne veut pas dire une pathologie, nous l'avons transformé en pathologie. Le pathos veut dire simplement j'éprouve, je ressens quelque chose. Donc c'est une sensibilité le pathos. Donc quand on dit oh oui, ce client il m'a vraiment encombré avec son pathos, mais au contraire c'est la richesse, c'est là qu'on va pouvoir approcher son ressenti et qu'on va pouvoir faire jouer notre empathie. Il faut passer par l'expression de cette sensibilité, ce ressenti, et je trouve que c'est une découverte un peu aussi pour moi d'avoir distingué pasco qui est j'éprouve de ponéo qui je souffre. Parce que si on veut chercher vraiment où est la souffrance, il faut la chercher dans ponéo qui dit donc j'ai du mal et je suis très, très, très mal. D'où peine peut-être. Peine, pourquoi pas, et sunponia pour dire la compassion, c'est-à-dire je souffre avec vous. Ce qui n'a rien à voir avec la sympathie, c'est la sunpathos, c'est-à-dire là je suis en communion avec vous, j'ai la même sensibilité que vous en sympathie. Alors sympathie à distinguer de l'empathie. Nous arrivons à notre empathie, parce que l'empathie c'est le ressenti à l'intérieur de soi par rapport à ce qu'il y a chez l'autre. Ça nécessite la notion d'altérité que nous n'avons pas développée aujourd'hui parce que nous n'aurions pas tenu le délai, le temps qui nous est imparti. Et donc cette empathie, c'est avec le en-pathos, on ressent ce que l'on éprouve en bien ou en mal, soi. Mais en soi. Et pour nous, bien sûr, l'empathie, c'est certainement plus un don à cultiver qu'un savoir, me semble. Catherine, vous êtes d'accord? Donc, dans cette notion d'empathie, je pense que le travail se fait de soi-même, puisqu'il y a ces intuitions, ces intentions qui passent et qui font qu'on va aller découvrir la carte du monde de l'autre, découvrir ces préjugés qui font que peut-être on a l'air d'être opposés alors qu'on est peut-être juste voisins, les croyances, les valeurs, tout cela, ça nous permet de découvrir l'autre sans aller chercher cette carte du monde. Grâce à l'empathie, je pense qu'on passe des fois à côté de la médiation. Alors donc ce qui est intéressant avec l'empathie, c'est que c'est un mot qui est complètement construit à partir du grec, mais que les Grecs n'utilisaient pas. Ils n'avaient pas conscientialisé. Et il n'y avait pas donc d'écoute active, empathique, on le verra tout à l'heure plus précisément avec le médiateur, il n'y avait pas cette écoute active, empathique, qui est peut-être l'acquis majeur de la modernité. Exactement. C'est la PNL, bien sûr pour ne pas la nommer, qui nous a quand même appris
à comprendre la différence entre ce que nous émettons, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que l'autre reçoit. Et c'est Carl Rogers qui, avec l'écoute active empathique et toute l'école de Palo Alto, on a fait des progrès. On a fait des progrès. Mais l'école de Palo Alto, j'avais coutume de dire que c'était un petit peu le siècle de Périclès des temps modernes. Ah oui, donc c'est effectivement un temps extraordinaire où là, il y a vraiment une notion majeure qui émerge et qui vient compléter ce qui se passait en Grèce ancienne. Et on peut imaginer que si Socrate avait eu une écoute empathique, et qu'il avait visé à autre chose qu'à corriger et on le verra tout à l'heure avec la maïeutique socratique et l'interrogation, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas été condamné à boire la ciguë, mais on n'en sait rien. Ça reste une énigme. En tout cas, il le revendiquait d'être comme un temps, et donc d'être temps théroène, et donc d'être dans une forme d'agressivité où il piquait, où il venait piquer, provoquer ses concitoyens. Donc pour lui, effectivement, il n'y avait pas besoin d'être dans l'empathie, d'où le fait peut-être que ce terme-là n'existe pas chez les Grecs. Alors maintenant, on va aller du côté de la communication, et on a intitulé ça le verbe médiateur, parce que, bien sûr, il y a des médiateurs, mais les médiateurs, ils utilisent ce qui fait médiation. Et qu'est-ce qui fait médiation avant toute chose? Eh bien, c'est le verbe avec un grand V. Donc, du côté de la communication, et là aussi c'était très intéressant, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à beaucoup dire quand je peux parler de la communication non violente ou autre, mais l'étymologie vient confirmer complètement ce que l'on peut dire lorsqu'on est formateur ou même lorsqu'on est médiateur aux personnes. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on vous propose un espace de communication? Eh bien, pour qu'il y ait un rapport, tout d'abord, mettre les gens dans un rapport, dans une relation koinonia. Et pourquoi est-ce qu'on met les gens dans un rapport? Pour qu'il y ait quelque chose de commun qui émerge. Donc communiquer, c'est pas informer, parce que communiquer, c'est avoir en tête que je vais chercher à créer du commun avec l'autre. Et donc quand le médiateur met en place un espace de communication, ce qui est important, c'est qu'il ait en tête, c'est quoi le commun entre les personnes? Quel est ce commun? Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que c'est des besoins fondamentaux? Est-ce que ce sont des valeurs universelles? On ne va pas rentrer dans les détails. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à travers koinoneo, donc être en communauté, on voit que le commun, et la koiné en grec, c'était un peu le langage vernaculaire, qui permettait à tous les Grecs d'avoir quelque chose en partage, ce qui fait que je vais pouvoir faire communauté avec l'autre, que je pourrai entrer en rapport avec l'autre, c'est la langue, parce que la koiné en Grèce ancienne c'était la langue, et donc on est une langue en commun. En partant de la Macédoine. Hein. En partant de la Macédoine, effectivement, avec Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand qui avait comme précepteur Aristote. Donc on en revient toujours à Platon, puisque Aristote était l'élève de Platon. On va dire je suis monomaniaque. Platon, le traducteur de Socrate. Exactement, tout à fait. Alors, l'opinion, c'est pas le tout de communiquer, mais qu'est-ce qu'on va communiquer? Et en médiation, donc on veut mettre du commun. La médiation, c'est avant toute chose la confrontation des opinions. Confrontation des opinions, parce qu'on n'est pas là pour résoudre un problème, on n'est pas là pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux, on est là pour écouter et aider les personnes à partager, confronter, clarifier, comprendre l'opinion de l'autre. Et là, l'étymologie, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que l'opinion en grec, c'est la doxa. Et la doxa, c'est l'ennemi à abattre de Platon. Platon qui cherchait la vérité, qui cherchait un cheminement vers la sagesse. Et ce qui pose problème avec la doxa, la croyance, c'est que je crois savoir quand je ne sais pas. Et c'est pour ça que Socrate, qui était philosophe, le premier des philosophes en quelque sorte, même si bien sûr il y a Pythagore avant, mais pour Platon c'était le modèle du philosophe. Mais en quoi est-ce que c'est un modèle? C'est un modèle parce qu'il sait qu'il ne sait pas, ça tout le monde le sait, tout le monde a entendu cette phrase de Socrate, je sais que je ne sais rien, rapportée par Platon, donc quand j'opine, quand je ne fais que croire, je sais que je ne fais que croire, je sais que je ne sais pas. Et ce qui pose problème dans le conflit, ce qui pose problème en médiation, c'est que les personnes, elles arrivent bourrées de certitudes. Bourrées de certitudes.
et qu'elle commence à vous dire, mais moi je sais qui est l'autre, moi je sais ce qui s'est passé, je sais quelle est la solution. Et donc elles oublient qu'elles sont dans l'opinion au lieu d'être dans le savoir. Elles ont des postures. Elles ont des postures, elles ont des préjugés. Et le paradoxe de la médiation, c'est que la vérité va émerger à travers la confrontation des opinions. Et ça, c'est le chemin philosophique par excellence, parce que même si c'était pour Platon l'ennemi à abattre, et c'est ce qui caractérise Platon à travers ses dialogues, et c'est ce qui pour moi fait de lui le plus grand des philosophes, c'est qu'il n'y a pas de système platonicien, il n'y a pas de tautologie, il n'y a pas de totalitarisme du dogmatisme platonicien, il y a systématiquement dans ces dialogues une confrontation des opinions. C'est-à-dire que vous avez toujours un point de vue et son contraire. Et qu'est-ce que montre Platon? On va le voir tout à l'heure avec la démocratie et le dialogue, c'est que pour pouvoir atteindre la vérité, pour pouvoir sortir de l'opinion, il faut confronter les opinions entre elles. Et c'est précisément ce qu'on fait en médiation. Et c'est précisément ce que les personnes ont tant de mal à accepter, c'est-à-dire je vais écouter votre opinion, j'entends vos bonnes raisons, et j'entends aussi les bonnes raisons de l'autre. Et cette confrontation, c'est à proprement parler un espace démocratique. Alors en quoi c'est important de parler d'espace démocratique? Tout le monde sait ce qu'est la démocratie. Je ne vais pas vous faire l'injure de revenir sur la définition. L'étymologie quand même. Bon, l'étymologie, je vous laisse l'étymologie. Kratos. Voilà, donc il y a le pouvoir d'un côté. Kratos, qui a donné Kraft en allemand et en anglais, Oui. d'ailleurs, c'est pas perdu. Et puis Démos, le peuple. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur Thucydide, qui cite Périclès, et Périclès qui nous parle de la démocratie dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Alors c'est un petit extrait du livre 2, où Périclès va vanter la démocratie. Et on va voir que dans la manière qu'il a de vanter la démocratie, dans la définition qu'il donne de la démocratie, on retrouve directement ce qui constitue l'espace de médiation et ce qui fait de l'espace de médiation un espace démocratique. Alors, notre régime donc sert les intérêts de la masse des citoyens. Et effectivement, dans une médiation, on fait ça pour la majorité et non pas pour la minorité. Ce qui va compter, c'est que l'ensemble des personnes puissent s'exprimer. Et y accéder. Et y accéder. Et nous sommes tous égaux devant la loi, dit Périclès, pour la démocratie. Et en médiation, on considère, même si j'ai le dirigeant de l'entreprise et la salariée, ils sont considérés comme étant tous égaux. Tous. Principe républicain. C'est l'isonomie. Et nous intervenons tous, je cite toujours Périclès, cité par Thucydide, nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité, au moins par notre vote, ou même en présentant à propos nos suggestions. Et idem, dans un espace de médiation, on va faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse prendre part à la décision. Donc on va chercher une forme de consensus, c'est-à-dire que, bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, est-ce que de ce point de vue-là, quand même, ça peut aller pour vous ou pas? Exprimez. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, jusqu'où est-ce que vous êtes d'accord, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Donc il y a cette possibilité de régler le conflit autrement que par le rapport de force, puisque comme pour Périclès, nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action. Donc en médiation, pareil, pour trouver la bonne solution, pour être efficace, on va recourir à la parole. En gardant la forme, en respectant des formes. Bien sûr, en Tout respectant... peut être dit, mais en respectant des formes. C'est ça la démocratie. C'est la aussi. démocratie, c'est là où l'espace de médiation est démocratique. Et dernière chose, nous estimons plutôt qu'il est dangereux de passer aux actes avant que la discussion nous ait éclairé sur ce qu'il y a à faire. Donc en médiation, on va confronter, comme en démocratie, les opinions, les doxas, pour faire émerger par la discussion, et on va le voir, c'est le dialogue, par la discussion, on va faire émerger une solution qui sera ce que l'on pense tous comme étant le plus juste, le plus vrai, le meilleur, une solution pour pouvoir décider ensemble de notre destin commun. Alors pour ça, on va dialoguer.
Et au niveau du dialogue, j'ai été surprise, j'ai appris quelque chose grâce à vous. À nous. Si vous voulez. C'était que souvent on confond le dialogue avec le duologue. Duo en grec, c'est deux. Et donc on dit on va dialoguer toi et moi. Donc dialoguer, ça veut dire être deux. Et en fait, pour les Grecs, dialoguer, ça ne veut pas dire qu'il faille être deux pour parler. Dialoguer, c'est pouvoir, et c'est ce qu'indique le préfixe dia, et logos, donc la parole. C'est une activité qui s'exerce à travers les mots. Donc dialoguer, c'est exercer une activité à travers les mots. Mais je peux seul dialoguer. Platon lui-même disait que la pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, parce qu'elle va traverser. Elle va être traversée par des mots. Donc bien sûr, quand on est deux, c'est plus facile. Il y a quelque chose qui nous traverse, qui va de l'un à l'autre. Mais on peut le faire à plus que deux, bien évidemment. C'est un échange qui peut être intérieur ou qui peut être multiple, qui n'est pas forcément en duo. Donc ce n'est pas nécessairement un duologue. Et donc l'étymologie du terme dialogue, elle indique qu'il y a au moins 3 choses importantes pour dialoguer. La première, d'abord, il faut des mots, il faut du logos. La deuxième, c'est qu'il faut, comme il faut du logos, il y a aussi parole, mais pas simplement parole, il y a raison. Donc il faut quand même une parole qui résonne dans tous les sens du terme, avec une certaine forme de rationalité. Et donc ça veut dire, troisièmement, qu'il faut qu'il y ait une certaine prétention à la vérité. C'est-à-dire que dialoguer, c'est cheminer vers la vérité à travers des mots. Et à travers les vérités. Et à travers les différentes vérités des personnes. À chacun sa vérité. À chacun sa vérité. Alors, comme vous le disiez, pas n'importe comment. Donc ça veut dire que pour pouvoir dialoguer, il faut qu'on ait un cadre éthique. Alors c'est quoi un cadre éthique? Parce qu'on parle beaucoup de l'éthique et de la déontologie du médiateur et on essaie de distinguer. Et moi-même, j'avoue que je m'y perdais un peu jusque-là. Et donc grâce à l'étymologie, j'ai pu mieux comprendre de quoi il en retourne. C'est-à-dire que quand on voit l'étymologie, on voit éthique, ethos, la manière d'être. Ça peut être aussi morale, mais morale au sens, donc mores, le latin, les mœurs. Les mœurs. L'éthos, pour les Grecs, c'est pas en lien avec une distinction du bien et du mal. C'est les mœurs, c'est le comportement, c'est la manière dont les personnes vont agir. C'est leur attitude. C'est leur attitude. C'est, même si on prend l'éthique d'Aristote, c'est un peu, vous parlez tout à l'heure de praxis, donc c'est la connaissance pratique, c'est ce que l'on peut voir couramment, par opposition à la théoria, à la connaissance pure. Parce que Aristote distinguait l'éthos, donc la manière d'être. Il a tel ethos, il a telle manière d'être, on pourrait dire le tempérament, du logos, qu'on vient de voir, et du pathos, qu'on a vu tout à l'heure. Ressentir. Donc c'est très intéressant parce qu'on voit que pour les Grecs, il n'y a pas de distinction entre morale et éthique. Du point de vue strictement pratique, il n'y a aucune distinction. Et donc parler de comportement éthique, pour les Grecs, c'est pléonastique. Parce que tout comportement est éthique. Exactement. Puisque l'éthique, c'est ce qui relève du comportement. Donc la distinction qu'on peut opérer entre éthique et déontologie, eh bien, ça pourrait s'entendre du point de vue grec comme la distinction entre pratique et théorie. Et on verra tout à l'heure la déontologie. Alors l'équité, équité très importante, c'est qu'on veut un cadre, on dit toujours aux personnes, on va vous proposer un cadre d'équité. Il faut que la solution elle soit en équité. Et on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la justice. La diké, l'arbitre, vous disiez tout à l'heure, lui qui est au milieu, qui va juger en équité. Alors ce qui est intéressant, c'est que isos, donc également réparti, équitable, ça veut dire que pour qu'il y ait équité, il faut que ce soit à part égale. Voilà, que chacun ait la même part, que ce soit semblable, ressentissant d'une manière semblable par l'un et par l'autre. Et donc comme l'équité c'est dikaion qui vient de diké la justice, ça veut dire que pour les Grecs, il n'y a pas, ça c'est très intéressant, il n'y a pas de distinction entre l'équité et la justice. Et juste ce qui est équitable.
et la justice est rendue équitablement. Voilà. Et c'est vrai que les personnes, quand elles demandent justice, on avait vu la vengeance tout à l'heure, mais dans cet espace de médiation, elles trouvent que ce qui est juste, c'est ce qui sera équitable. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas fait 700 médiations comme vous, je savais que 17 ans que je fais de la médiation, et j'entends, et je le repère de plus en plus, cette demande d'équité. Il faut que ce soit équitable entre nous. Il y a une vraie conscience des personnes et elles ne se rendent pas compte que lorsqu'elles disent équité, et pour moi c'est juste si c'est équitable, eh bien elles ont parfaitement raison. C'est ce qu'indique l'étymologie grecque. Ce ressenti de juste. Exactement. D'ailleurs, c'était la fonction avant de la justice, qui ne se limitait pas à appliquer la règle, qui était étendue au bon sens, et donc à l'équité. Exactement. Et donc on arrive du coup sur la justice. Je regarde l'heure, oui, on est dans les temps, ça va. Je regarde donc la justice. Alors là aussi c'était très intéressant. Donc on a vu que équité, justice, ça va ensemble. Très bien, mais il y a 3 acceptions de la justice. Donc comme usage, comme droit et la justice divine ou Thémis. Et on a vu que Thémis tout à l'heure, c'est la mère d'Irénée, la paix. Donc il y a un lien direct. Alors, ce qui est très intéressant dans cette étymologie, c'est qu'on voit qu'il y a une trilogie d'acceptation du côté de la justice. Et ça permet sans doute, quand on rentre dans cette étymologie, de lever un des malentendus courants qu'il peut y avoir chez les personnes qui réclament plus de justice. Plus de justice, je voudrais plus de justice. Il faut faire attention comme médiateur à ne pas s'arrêter aux mots et aller vraiment chercher de quoi est-ce que les personnes parlent. Quand vous me demandez plus de justice, vous dites que c'est pas juste parce que c'est contraire à l'usage, ou vous dites que c'est injuste parce que c'est illégal, ou vous dites que c'est injuste parce que ce n'est pas légitime. La justice divine, c'est celle dont parle Antigone face à Créon, c'est celle qui relève des dieux. C'est celle qui est au-dessus de la légalité, c'est la légitimité. C'est le sens suprême de la loi. Que devrait exactement. Le sens métaphysique. Donc ça veut dire que cette justice dont tout le monde parle, le médiateur, c'est important qu'il la reformule en clarifiant exactement quel sens les personnes souhaitent lui donner. Elle est présente, cette notion métaphysique, on la sent présente souvent dans la relation de médiation. Alors maintenant, on va aller du côté de la... Après l'éthique, on va aller l'axiologie, donc ce qui a de la valeur pour tout le monde. On va du côté de la déontologie. Alors, la déontologie, ça vient donc chez les Grecs du mot déon, qui veut dire il faut, il est besoin de, ce qu'il faut et le devoir. Donc, le mot à l'origine c'est dei, qui fait comprendre que cette expression toute faite, il faut ou il est besoin de, était appliquée fréquemment pour justement montrer quelles étaient les limites de ce comportement, puisque c'est lié au comportement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à l'éthos, l'éthique, voilà, et c'est comme il convient. Donc c'est un ensemble de règles, ça va devenir codifié. Le code de déontologie, on le connaît chez le médiateur comme on le connaît dans beaucoup d'activités. Ça devient codifié, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel, parce qu'on devrait le ressentir comme un besoin. Donc est-ce que nous avons besoin de déontologie? Oui. Voilà, donc la déontologie, c'est l'ensemble, au sens étymologique du terme, des devoirs, de ce qu'il convient que le médiateur fasse. Donc évidemment, ça a un impact sur l'éthos, ça a un impact sur le comportement du médiateur. Il y a aussi l'impartialité. Voilà, parmi ces valeurs. Donc, à l'occasion de cette minute médiateur antique et médiateur grec, j'ai découvert que l'impartialité et la neutralité étaient deux notions déjà distinctes chez les Grecs et bien connues d'eux, et que les racines grecques se rapprochent vraiment du sens que nous donnons à l'époque actuelle au mot impartialité comme au mot neutre. Donc pour l'impartialité, c'est a mères, avec le a privatif, et de mères qui veut dire donc au sens figuré neutre, pardon, qui veut dire la part. Donc c'est quelqu'un qui ne prend part
qui ne prend pas part, c'est quelqu'un qui est indivisible. Et c'est bien le sentiment que l'on a quand on sent qu'on est tiraillé entre les affinités qu'on a pour l'une des personnes, l'une des protagonistes, vous allez nous en parler, ou bien pour l'autre. Nous ne devons pas diviser notre attention et notre empathie. Nous devons être sans prendre parti et on ne doit pas être divisible. Mais au sens où c'est entendu, cela nécessite une certaine distanciation, puisqu'on ne doit pas pencher vers l'un, on ne doit pas pencher vers l'autre. Donc cette distanciation, il faut faire attention à ce que, dans la réalité, nous avons besoin de ce que Jacqueline Morino appelle l'oscillation permanente que ressent et que pratique le bon médiateur, c'est-à-dire justement avoir une écoute active auprès de l'un, donc se pencher vers l'autre, être attentif à l'autre, et se pencher vers l'autre de la même manière et tout équitablement. Donc attention à ce que cette impartialité ne nous amène pas à trop de distance. Parce que nous avons dans cette déontologie la neutralité qui, déjà chez les Grecs, était reconnue comme quelque chose à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir apporter une écoute, un œil neutre au médié, il faut quand même avoir penser au risque d'être indifférent. Car méson, qui veut dire neutre, veut dire aussi qu'on est au milieu, mais qu'on est peut-être indifférent à force de neutralité. Or, nous savons bien que la neutralité est tout à fait opposée à l'empathie. Je crois que les psychologues, etc., se sont penchés sur ces deux notions. Moi, j'ai été formée avec cette idée-là, que neutralité et empathie ne font pas toujours bon ménage. Et effectivement, le risque d'une grande neutralité, on connaît des médiateurs qui s'en tiennent à une grande neutralité. Est-ce que dans le cas présent, ils n'auraient pas besoin d'un peu plus d'empathie? Est-ce que l'empathie n'est quand même pas quelque chose qui est consubstantiel à la médiation? À mon avis, oui, mais enfin, il y a des cas soumis à des médiations qui se prêtent plus ou moins à l'empathie, il faut le reconnaître. Oui, parce qu'on le voit bien à travers la notion de oudétéros. Voilà, l'autre notion, l'autre mot qui veut dire neutralité, c'est, après Méson, c'est oudétéros, qui étymologiquement veut dire oud, c'est négatif, pas, et hétéros, hétérosexuel, hétéro, etc., qui veut dire ni l'un ni l'autre, parce que hétéros veut dire l'un ou l'autre. Et là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc si on n'est ni d'un côté ni de l'autre, on va pouvoir trouver cette juste distance qui est nécessaire dans l'impartialité. Le problème, c'est qu'en n'étant ni avec l'un ni avec l'autre, les personnes ne seront pas nourries dans ce besoin de reconnaissance, d'écoute. Elles manqueront d'empathie. Voilà, indivisibilité, c'est très beau. Indifférence, c'est très beau. Mais le résultat n'est pas acquis par ce moyen-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que la neutralité... On voit qu'il y a souvent des confusions entre neutralité et impartialité. Et effectivement, quand on regarde l'étymologie, voilà, il distinguait bien neutralité et impartialité. Il y a d'un côté l'indivisibilité, c'est l'impartialité, et de l'autre côté une forme d'indifférence. Le neutre, c'est quand on est dans les gender studies, quand on fait donc du grec, le neutre, c'est celui qui est ni masculin ni féminin. Voilà, ce sont les trois genres reconnus en grammaire de grec, le féminin, le masculin et le neutre. Et il existe effectivement cette position de neutralité, c'est une réalité, mais dans le cadre de la médiation, quel usage en faire? Oui, c'est tout le problème pour maintenir un minimum d'empathie. Et alors c'est peut-être pour ça, et si on revient à la notion d'impartialité, par rapport à cette distinction de la distance, donc il ne faut pas être dans une trop grande distance, soit dans une juste distance, peut-être qu'on peut revenir à la notion de multipartialité qu'a créé, si je ne m'abuse, Jacques Salzer. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'on privilégie la multipartialité au lieu d'être dans l'impartialité qui amènerait une trop grande distance avec les personnes. C'est une notion intéressante, on pourra lui dire à Jacques. Alors, le risque d'un cadre trop strict, on le disait, c'est qu'on soit dans une forme d'indifférence. Et si on est dans une forme d'indifférence, il risque de ne rien se passer.
L'intérêt de la médiation, c'est qu'il y a un processus, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y ait différents effets au cadre qu'on met en place, à cette communication, à ce dialogue, à cet espace démocratique, fait d'impartialité, d'équité et de neutralité. Il faut qu'il se passe quelque chose, effectivement, mais il faut que ce soit encadré. C'est le fameux processus encadré, structuré de notre définition litigieuse. Donc, quels sont les encadrements possibles? Alors, il y a d'abord la procédure, mais c'est un mot qui n'est pas chez les Grecs. Il y a le procédé, et il y a la racine très intéressante dans le procédé, c'est tropos. Tropos qui veut dire faire un tour, c'est-à-dire aussi les usages, les manières, c'est-à-dire la racine de pratique, c'est-à-dire on va entourer, encadrer en quelque sorte ce qui va se passer. Et on va suivre pour cela un chemin, c'est-à-dire l'odos, qui est aussi le mot qui traduit le mot procédé. Parce que je n'ai pas le mot processus, ou nous n'avons pas trouvé le mot processus dans le dictionnaire grec. Donc l'odos, c'est le chemin. Et effectivement, nous savons que faire une médiation, c'est autant pour les protagonistes que pour les médiateurs, c'est parcourir un chemin. Nous savons qu'au cours de ce qui se passe en médiation, nous évoluons nous-mêmes en tant que personnes, un peu comme tout le monde, en développement. Donc nous avons le ressenti d'un développement personnel. Et si la médiation est bien faite, il y a aussi un côté entraînant, pédagogique, dira-t-on, qui est ressenti par les protagonistes. Donc c'est un chemin que nous pouvons faire ensemble, que nous faisons d'ailleurs ensemble. Nous en tirons des enseignements peut-être différents, parfois proches, mais c'est un cheminement. Et c'est très important, je pense, de réaliser que cheminer ensemble, c'est déjà une proximité qui n'est pas de l'empathie, qui est quasiment de la nature physiologique. Nous sommes proches, nous sommes rapprochés et nous cheminons sur la même voie. Quand on passe par l'étymologie méta, odos, méthode, le chemin, donc être dans un processus et cheminer ensemble, là on comprend bien la nuance majeure qui est entre le processus d'un côté où on va cheminer ensemble et la procédure qui n'a strictement rien à voir. On peut être en procédure et on ne va surtout pas cheminer ensemble. On ne va surtout pas cheminer ensemble. Et donc ça permettra d'éviter toutes les confusions qu'il peut y avoir entre processus et procédure. On s'est vraiment battu dans le code de déontologie pour que le mot procédé et procédure n'apparaissent jamais. Et Michel Guillaume, entre autres, nous a aidés dans ce combat, et que ce soit le mot processus qui apparaisse à tous les paragraphes. Donc on comprend mieux pourquoi. Vraiment, il y a cette idée. Donc quand j'accueille les personnes, vous allez cheminer ensemble. Cheminer ensemble. Il y a des étapes, mais ce n'est pas les étapes qui font le chemin. Et ce qui est bien dans le mot odos, chemin, comme vous l'avez dit Catherine, avec méta qui veut dire avec le chemin, on trouve la méthode. On est quand même très près du mot grec. Il y a un taux au lieu d'un TH, mais enfin on a transformé à peine un peu l'orthographe, mais c'est quand même l'idée de faire un chemin ensemble, c'est-à-dire méthode, c'est-à-dire suivre quelque chose qui vous guide. Un guide. Donc la méthode pour pouvoir cheminer. On crée beaucoup de guides. Alors l'intérêt de ce processus, et ce qui va montrer que ce processus fonctionne, c'est qu'il y aura une forme de maïeutique. C'est une méthode. On est complètement, voilà, c'est une des méthodes possibles. C'est peut-être pas la seule méthode, c'est pas la seule. Une méthode qui a fait ses preuves dans le temps quand même. C'est la méthode de Socrate. La méthode de Socrate, notre cher Socrate. Alors c'est quoi la maïeutique dont parle Platon? Oui, bien sûr, puisqu'il était la voix de Socrate et la plume de Socrate. Aussi. Voilà. Donc la maïeutique, le mot maïeutikos vient de la racine maïa, qui veut dire la mer. Et comme vous le savez certainement, Socrate était le fils d'une accoucheuse, c'est-à-dire de quelqu'un qui faisait de la maïeutique quotidiennement. Sauf qu'elle a couché les corps et lui il a couché les esprits. Il a transformé effectivement l'art de sa maman, qui était un art d'accompagnement et de faire naître, et lui faisait naître les idées. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette méthode qui était assez provocatrice, puisqu'il était
il se promenait, il était péripatéticien. Péripatéticien, oui. Voilà, à la mode d'Aristote. À la mode d'Aristote. Il se promenait dans la ville et il interpellait les concitoyens et leur posait des questions ouvertes. Nous savons ce que ça veut dire. Et il les faisait accoucher, non pas de quelque chose qui serait imaginaire, de quelque chose qui venait d'eux-mêmes, du fond d'eux-mêmes, comme un sondeur en quelque sorte. Vous savez, ces sondeurs qui vous arrêtent à la sortie du métro, mais avec une autre finalité. Il voulait faire montrer la potentialité à l'homme de ce qu'il avait en lui, c'est-à-dire de le faire accoucher de ce qu'il savait déjà. À travers ça, c'est la théorie de la réminiscence de Platon. Voilà, c'est-à-dire que dans la logique, parce que le grec est terriblement logique, dans la logique du grec, on ne pouvait accoucher que de ce qui existait déjà, et d'où l'idée de la métempsychose, c'est-à-dire du déplacement de l'âme qui va de corps en corps, et qui nous permet donc, et il y a certains individus qui le ressentent, d'avoir des prémonitions qui viennent d'une vie antérieure, ou qui peuvent attribuer à une vie antérieure. Alors, et c'est ce que Socrate avait comme guide. Donc si on revient à la médiation, ça, si je vous entends bien, ça veut dire que s'il y a un processus maïeutique en médiation, et c'est ce qui montre aussi tout l'enseignement sur la neutralité en matière déontologique, je ne vais pas proposer de solution aux personnes parce qu'ils sont déjà riches de la capacité à la trouver par eux-mêmes. Ils ont ce potentiel. Ils ont ce potentiel. Il suffit de les aider à sortir ce potentiel. Et comment est-ce qu'on va les aider? Alors on va les interroger. On va les interroger. Mais en les interrogeant, on va s'interroger soi-même, nous-mêmes, je pense. C'est indispensable. Donc ce qui m'a surpris, c'est que le mot interroger en grec, Erotao. Erotao. Je me suis dit, on va s'arrêter à Erotao. Non, non, c'est que Erotao vient de Eros. Alors bien sûr, en grec, Eros s'écrit avec un oméga, donc c'est déjà moins bizarre. Mais quand on se rend compte que la vraie traduction d'Eros avec un oméga, c'est Eros avec un omicron, on se dit qu'on est vraiment dans une question qui devient érotique, dans une matière érotique, alors que je n'ai jamais trouvé tellement d'érotisme à pratiquer la médiation. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé. Alors, que veut dire erotao en grec? Ça veut dire argumenter en posant des questions et aider la personne à raisonner. C'est-à-dire avoir une manière de revenir dans son acquis, je dirais dans ses datas, pour trouver au fond de lui la réponse sans que ce soit forcément du savoir. Et l'exemple même, c'est celui de... On en parlera peut-être. Non, on revient tout à l'heure, c'était sur... J'ai peur qu'on n'ait pas assez de oui, temps. Oui, c'est ça. Claudie, si on rentre dans le théorème de Pythagore et le ménon de Platon. L'esclave qui a... Peut-être que pour Eros, qui a trouvé par lui-même, mais peut-être qu'on pourrait aller du côté du mythe, par contre, d'Eros dans le banquet de Platon. D'Eros. Alors c'est vous qui m'avez vraiment sensibilisé là, parce que moi, j'avais pas envie d'aller trop loin, mais vous aviez les moyens de poser des limites. Donc, Catherine m'a raconté que Eros était le fils de Poros, qui était petit-fils de Zeus. Oh, disons, on va faire ça. Il était de la famille de Zeus quand même, voilà. Et de Peña, la pauvre, c'était sa femme, la pauvreté. La maman. Alors, Eros était riche et Peña était pauvre. Poros était riche et ouais. Peña était pauvre. Voilà, donc il y avait l'abondance d'un côté et la pauvreté de l'autre, apparemment. Racontez-le. Alors donc ça veut dire que Eros, donc qu'est-ce qui fait que je vais m'interroger, c'est que je suis bien sûr à la fois riche de tout ce que je crois, mais en même temps je suis pauvre du fait que je ne sais pas tout. Et donc ce qui va permettre le dialogue, ce qui va permettre la rencontre avec l'autre, ce qui va permettre de pouvoir mettre du commun, c'est que j'ai quand même un doute. Voilà. C'est que quand même par la pauvreté, par Peña, eh bien je ne sais pas tout, je n'ai pas tout, je n'ai pas toutes les informations. Et je n'ai pas toutes les solutions. Et en même temps, j'ai quand même par Poros, mon père, si je suis du côté d'Eros, eh bien j'ai des idées, j'ai des convictions. Donc en médiation, il y a Eros qui est toujours là. C'est-à-dire qu'on va en permanence confronter ce que les gens savent et ce qu'ils ne savent pas. Ce dont ils sont sûrs et ce dont ils doutent.
Et puis en confrontant finalement les convictions, eh bien chacun va pouvoir, en interrogeant et en s'interrogeant, se rendre compte qu'il ne sait pas tout. Et c'est comme ça qu'il y aura un chemin qui va se mettre en place. Et pourquoi Eros le désir? Parce qu'à partir du moment où j'ai conscience que oui, bien sûr, je suis riche, mais pas que, je suis aussi pauvre, j'ai le désir que l'autre m'explique, parce qu'en fait, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui fait qu'il a fait ça? Mais pourquoi il a dit ça? Et le désir naît du manque. Et le désir naît du manque. D'où la nécessité d'avoir cette conscience. Merci maman, car c'est sa maman qui lui permet de prendre conscience de son manque. Exactement. C'est par sa mère qu'il peut prendre conscience de son manque. Et c'est pour ça que Eros, c'est le modèle pour Platon dans le banquet, c'est Socrate qui en parle, c'est le modèle du philosophe. Parce qu'il est en chemin vers la vérité. Et nous, en tant que médiateurs, eh bien, dans le processus, on va aider les personnes à cheminer vers une vérité commune. Mais ça implique qu'il y ait du désir d'écouter l'autre, qu'il y ait du désir de dire à l'autre ce que l'on ressent, de dire à l'autre ce qui est important, qu'il y ait du désir de partager et qu'il y ait du désir de construire. Ça, c'est la démarche vers la médiation. Oui. Et c'est aussi ce mythe et l'explication du passage de l'avoir à l'être. Avec la catharsis. Voilà. Donc, mais je pense, si vous voulez, il y a le savoir et puis il y a le savoir-être, comme on dit. Tout à fait, oui. Et je crois que ce mythe est tout à fait exemplaire pour nous, là. Si on revient avec ce vide et ce manque, on se rend compte que l'avoir se perd, mais l'être se construit. Exactement. Voilà. Ouais. Alors, la catharsis, effectivement. Donc quand on interroge, quand on chemine ensemble, il y a un processus d'expression des sentiments, des émotions, et sous la forme rituelle de la catharsis, dont le mot n'apparaît qu'une fois, d'ailleurs chez Aristote, dans la poétique, mais ce mot vient quand même d'une racine katairo, qui veut dire purger, purifier, ça vient du monde médical. Et je pense que c'est l'idée que on a tous de la catharsis, c'est on expurge quelque chose, on sort ce qu'on a, et souvent, on disait le procès pénal, lui, est encore l'objet, peut donner lieu à une catharsis, le procès pénal. D'ailleurs, souvent, les parents de victimes demandent que le procès ait lieu, non pas pour avoir une vengeance, mais pour entendre ce qui manque dans les sentiments qu'on peut éprouver aussi bien la victime que l'agresseur au moment des faits. Donc cette catharsis disparaît dans les procès civils qui maintenant sont l'objet de moins d'expression physique et de langage. Mais c'est quand même un moment qui était rituel, puisque ça fait partie d'une fête religieuse qui se produisait régulièrement, qui s'appelait le kata. Alors, ça c'était dans le procès pénal, si je comprends bien, et là on retrouve la poétique d'Aristote, c'est la théâtralité, la mise en scène du procès qui va permettre cette catharsis. Donc dès lors qu'on enlève toute mise en scène, dès lors qu'on enlève cette théâtralité, on enlève de facto la capacité cathartique de purification. De purification. C'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir un espace où les gens peuvent se rencontrer. Que ce soit dans la justice ou que ce soit dans l'espace de médiation. Voilà, et s'exprimer si possible dans les formes. Alors maintenant, on en arrive 9, on avait dit 10 ensemble, on en est à l'avant-dernier. Oui. Nous sommes dans les temps. Alors, on parle du procès, on parle du conflit, et ça, qui se retrouve dans un procès, qui se retrouve dans un conflit, eh bien ce sont les protagonistes. Les protagonistes, ça vient de agon en grec, c'est le concours, la compétition, l'assemblée, la lutte, le combat. Donc ça pouvait être le premier acteur, ça pouvait être le premier combattant. Protos en grec, c'est le premier. D'ailleurs, les protagonistes, ça vient directement de protagonistes, qu'on vous a écrit en bas. Donc ça vient directement... Copier-coller. Copier-coller. Donc c'est le combattant de premier rang, c'est le défenseur de premier rang. Et en quoi c'est intéressant pour nous ce terme protagoniste? Parce que quand, de nos jours, on l'utilise en disant, ben voilà, dans une histoire, les protagonistes, les personnages principaux. On ne l'utilise pas nécessairement en médiation. En médiation, on se débrouille comme on peut. Alors, on a les médiés, c'est pas très beau. Les médians, c'est encore les personnes, les participants, les parties. Et puis, alors, il y a des débats à l'infini entre médiateurs pour savoir s'il faut dire ci ou s'il faut dire ça. Et je me dis, en regardant le terme protagoniste, que
après tout, finalement, c'est le terme idéal quelque part, puisque les personnes en médiation, par définition, agissent et ce sont des protagonistes parce qu'elles sont dans un combat, ce sont les premiers acteurs aussi. Donc on a l'intérêt avec protagonistes d'avoir à la fois la notion de combat, c'est les premiers à être dans le combat, dans la lutte, et avancer. Et aussi ce sont les premiers acteurs du processus de médiation. Donc peut-être qu'on pourrait dorénavant, et on ne l'a pas fait, mais pourquoi pas dans tous les textes sur la médiation, c'est un appel qu'on lance, et bien remplacer voilà, les parties, les personnes, tout ça, on va mettre les protagonistes dorénavant. Alors les protagonistes de quoi? Eh bien de la médiation. La médiation Messitheia. Alors ce qui est intéressant avec la médiation, on a eu du mal à la trouver directement le mot, c'est le mot médiateur est plus facile, on arrivera tout à l'heure, mais très souvent on avait par la médiation, de manière figurée, c'était le dia autu. Dès lors que j'avais à travers, par quelque chose, et on retrouve le dialogue, à travers les mots, et c'est pour ça que je vous avais dit, le verbe c'est le premier des médiateurs, dans un dialogue, eh bien ça veut dire que dia à travers, dia autu, à travers le verbe, à travers les mots, il y aura une médiation, ce que j'appelle créer des ponts d'altérité. Donc la médiation, en fait, ça s'adresse aux protagonistes et ça vise à les faire passer de premier combattant à premier acteur de la solution à travers différents cadres qui sont proposés, notamment une communication non violente, même si le terme n'existait pas à l'époque. Mais ce dia autu, ça peut être aussi à travers lui, par sa médiation. La médiation de qui? Eh bien du tiers. Voilà. C'est qui le tiers? C'est le tritos. C'est le troisième. Donc, aéretizo, choisir, préférer, s'attacher à. Donc, c'est le tiers parti. C'est le tiers parti. Et donc là, on voit très bien qu'avec la notion de tiers, que Platon a vraiment mise en œuvre pour la première fois dans le Sophiste, la troisième voie. Comment est-ce qu'on va sortir d'une logique binaire, du ou bien ça, ou bien ça? Eh bien, faire tiers, c'est pouvoir proposer troisième, donc troisième voie ou un troisième parti. Ça me fait penser à Bill Gates qui proposait toujours 3 solutions. Oula, vous me faites peur, comme on parle de Bill Gates. Mais bon, je ne dis rien. C'est inspiré exactement des mêmes classiques. Vous allez me le rendre sympathique. Oh, on peut y arriver, oui. Avec le grec, on arrive à tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le tiers, c'est celui qui va permettre de sortir de la bipolarisation du conflit. En proposant une troisième voie, il va permettre aussi, en tant que tiers, de sortir de la bipolarisation qu'on retrouve malgré tout dans un triangle dramatique de Karpman, c'est-à-dire on a une opposition entre le gentil, le méchant, entre la victime, le persécuteur, le sauveur. Le sauveur, c'est le sauveur. Le tiers, c'est le sauveur, mais pas exactement. Parce que si les sauveurs, ils rentrent dans le triangle dramatique, donc attention à ce tiers qui, en étant sauveur, rentre dans le triangle et cesse d'être troisième. Il cesse d'être en dehors. Il cesse d'être tiers parti puisqu'il devient un parti lui-même. Donc la crise, puisqu'on en parlait, elle se mue en conflit, on en revient, s'il y a par absence de tiers, et le conflit, il va se pacifier grâce à la réintroduction du tiers. Alors maintenant, on arrive à notre conclusion, au bouquet final, et pour ça on va commencer par Platon. Au bouquet ou au banquet? Presque. Presque au banquet. Alors, allons chercher notre cher Platon. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, et ça c'est à vous qu'on le doit vraiment, complètement, ça c'était la grande découverte, il y a 3 racines, on va les voir. Oui. Et avant d'arriver dans ces 3 racines, on va, vous le souhaitez, qu'on commence par Platon, et notamment les lois, qui parlent du médiateur. Parce que qui est le fameux médiateur? Voilà, pour nous assurer que l'activité de médiation existait déjà chez les Grecs, avant de passer par ces recherches de vocabulaire, il fallait d'abord s'assurer que l'activité existait. Et en fait, quand on trouve la médiation chez Platon, on est quand même rassuré. Exactement, voilà. Donc ça c'est dans les lois, livre 6. Et alors, comme Catherine n'avance rien sans en avoir la preuve, elle est montée dans sa bibliothèque de trouver les œuvres Platon, intégrales de Platon, et on l'a trouvé. Au livre 6, eh ben vous allez le lire, 766E. Oui, juste avant 767A pour les spécialistes en la matière. Il nous dit ceci. Il faut que ceux qui ont des griefs les uns contre les autres
commencent à trouver leurs voisins, leurs amis, aussi bien ceux qui sont au courant des actes sur lesquels porte la contestation. Qu'ils aillent vers les tribunaux dans les cas seulement où d'aventure on n'aura pas reçu de ces gens-là une solution qui règle convenablement le différend. Ces gens-là, ce sont les voisins, ceux qui vont aider, les médiateurs. Et si on poursuit, et si ces deux tribunaux n'arrivent pas à régler le différend, qu'un troisième mette au procès son point final. Voilà. Et ça, c'est sûr, c'est une phrase que le président Guy Canivet avait retenue dans l'une de ses interventions, car elle lui était très chère de pouvoir parler de la justice comme étant la roue de secours, la dernière voie à emprunter. Donc Platon parle du médiateur. D'ailleurs, dans les lois, il le prescrit dans les lois, c'est-à-dire qu'il veut poser dans la loi, c'est un ouvrage un peu inachevé, apparemment il est mort avant d'avoir pu le finir, oui. Mais c'est une sorte d'assemblée législative, hein, donc il pose les différentes lois d'une bonne constitution, et dans ces lois, il met directement l'activité de médiation en priorité, et donc le médiateur avant même l'accès aux tribunaux. Voilà. Donc, et nous avons Solon. Et il y a Solon, donc il y a aussi un personnage historique. Historique, un grand sage, un peu plus ancien, qui était à la fois un homme d'État et un poète. On rêve, mais c'est possible, ça a existé. Et que l'on retrouve traduit par Marguerite Yourcenar dans son fameux ouvrage La Couronne, c'est-à-dire le pouvoir, et la lyre, le poète, où la médiation, le médiateur est incarné donc, par Solon. Dans ces termes-là, il était considéré comme l'un des 7 sages inventeurs de la démocratie. Il a créé d'ailleurs la constitution qui régnait à Athènes. Avec Clisthène et d'autres. Avec la Boulée, etc., avec le système parlementaire déjà. Et il a évité la guerre civile. Donc on parlait tout à l'heure de Stasis, c'est-à-dire que Solon, il a concrètement joué un rôle de conciliateur, puisqu'à l'époque, la conciliation et la médiation se mélangeaient. Confondues. Et là aussi, donc on le voit, en tant que médiateur, il a pacifié et il a proposé une solution. Hein. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'était un conflit qui opposait les aristocrates, les eupatrides, c'est-à-dire ceux qui étaient bien nés, et Aristos, ça veut dire les meilleurs, avec au peuple, et le peuple, il était considéré par ces aristocrates comme les kakoi, c'est-à-dire de kakos, quelque chose qui est très mauvais, enfin, honteux, etc. C'était un peu méprisant, mais c'était les mots qui étaient tout à fait dans l'esprit de l'époque. Et il termine son poème, traduit par Marguerite Yourcenar. Donc c'est Solon qui parle, et qui parle de son activité de médiateur. Et quand la colère enflamma les deux parties, moi, seul, entre eux, médiateur, je me tins. Donc il y avait bien cette activité de médiation. Mais il était aussi législateur. Alors, si on s'arrête juste ce moment, parce que c'est important ce qu'on venait de lire, entre eux. C'est-à-dire que le médiateur, il est vraiment entre les personnes. On rejoint la juste distance de l'impartialité de tout à l'heure. Il se trouve, Messos, dans un juste milieu entre les personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce entre, il rejoint aussi la neutralité. C'est qu'il n'a, pour l'histoire, vous pourrez aller vérifier parce que c'est du réel, c'est pas inventé, même si c'était un poète. C'est-à-dire qu'il a pris ni le parti des propriétaires terriens, ni le parti des pauvres. Voilà. Il a trouvé un juste milieu et ces lois sont restées célèbres et ont été appliquées de nombreuses années. Et il se disait même pendant sa retraite qu'il y en aurait de plus sages que lui, mais qu'il avait quand même un bon chemin. Et alors ce qui était intéressant, c'est qu'il était à la fois médiateur et législateur. Et je pense qu'à notre époque, avec le projet de Conseil national de la médiation, si nous avons des législateurs qui soient formés à la médiation, je pense que ça pourrait être une institution bien conçue. Et alors, Solon étant aussi un sage, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que le médiateur pour l'époque, c'est quelqu'un qui est sage. Donc on confie la conciliation et on accepte qu'il propose, parce que c'est lui qui a proposé une solution, parce qu'on a confiance dans sa capacité à proposer la solution la plus sage. Exactement. Alors maintenant, où sont les sages de notre temps? On en débattra une autre fois. Alors, l'essentiel pour arriver à trouver en quoi l'activité de médiation était spécifique, puisqu'elle était pratiquée au plus haut niveau de l'État, il faut revenir peut-être à ses racines. Donc nous avons trouvé 3 racines. La première racine... Vous avez trouvé. Oui, enfin, ensemble.
La première racine, elle n'est pas évidente, parce que pour moi, la première racine du mot médiateur, c'est med. MED. Oui. Voilà. Et malgré tout, quand on cherche dans le bailli, on tombe d'abord sur mèse, mésites. Mésites, c'est l'intermédiaire, mais ça peut être aussi un arbitre, et ça peut être aussi un médiateur, puisque comme vous l'avez rappelé, on constate que les 3 ou 4 ça se mélange en étaient Grèce mélangées, absolument. Mais le fait d'être au milieu, pour être impartial, neutre, et avec le risque d'être indifférent, c'est le danger pour ce mésites de ne se positionner qu'en neutre. Il est au milieu, il reste au milieu, il ne s'approche ni de l'un ni de l'autre. Moi j'ai préféré le mes seguos, qui est l'intermédiaire auquel on fait confiance pour lui confier un gage. Il est garant, il est responsable, il est médiateur, car le terme médiateur est la traduction de mes seguos. Donc, aiguos, la racine, c'est proche. Proche jusqu'à être ressemblant. Donc, parfois, lorsque nous sommes en médiation, lorsque nous sommes en empathie, nous avons un phénomène d'écho et un phénomène de miroir pour le médié, le protagoniste. Et cet effet de proximité est indispensable. Et c'est pourquoi j'aime bien ce mot de meseglos, car il y a dans le mot confiance le mot garant du processus, garant que tout se passe bien. Non seulement je fais confiance au médiateur, mais surtout c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et quelqu'un qui va permettre de rétablir la confiance entre les personnes, voilà. Et par son intermédiaire. C'est ce sens premier que l'on retrouve chez les Grecs, nous ne l'avons pas inventé. Alors il y a une seconde racine possible, c'est la racine ago, que l'on trouve dans le protagoniste d'ailleurs, donc pourquoi pas chez médiateur. Et ago veut dire avancer. Et le mot donc médiateur avec cette racine c'est proagogos, mais ce proagogos qui fait avancer, qui fait élever, c'est grec, le sens de la métaphysique et le sens moral parfois aussi que nous retrouvons. C'est ce proagogos qui fait avancer, qui entraîne, et on pourrait dire aussi... On trouve dans pédagogue qui accompagne l'enfant et qui permet ensuite qu'il s'élève. Et alors pro, il y a vraiment un mouvement, c'est-à-dire qu'il va bousculer les protagonistes. Il va leur dire, il y a quelque chose d'autre qu'on peut sortir là. On ne va pas simplement raconter chacun son histoire, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et c'est la recherche des solutions à ce moment-là, mais de la solution trouvée par les protagonistes. Et cette démarche-là, elle est grâce à cette racine avancée. C'est cette dynamique-là. C'est au-delà donc de la résolution du litige, il va aider à restaurer la relation, parce que pour avancer, il va falloir se rapprocher. Donc là, on peut lever un malentendu qu'on retrouve parfois chez certains médiateurs qui commencent à se former, ou qui sont d'ailleurs davantage formés, qui croient que la neutralité, ça veut dire surtout je ne fais rien, je ne dis rien, je ne participe à rien, je ne veux rien. On voit qu'à travers cette racine de ago, eh bien, le médiateur pour les Grecs, c'est celui aussi qui va conduire la médiation. C'est celui qui va impulser une certaine dynamique. Conduire le processus. Conduire, et donc il est facilitateur, accompagnateur, et il a une aide active, d'où la notion d'écoute active. Et donc on arrive, et on est dans les temps, je suis ravie, à une troisième racine. Troisième et dernière racine qui nous paraissait être la plus naturelle, et pour cause, puisqu'on va voir que là, les Grecs ont manqué quelque chose, peut-être. Alors, je pense que c'est ce qui m'a fait démarrer, c'est de découvrir ces verbes. Médéo, en cherchant la racine la plus logique de médiateur, c'est-à-dire med, en trouvant médecin, en trouvant médicament, en trouvant remède. Je me dis, mais on ne doit pas être loin, nous, en tant que médiateur. On s'occupe peut-être plus de l'âme, peut-être, la psyché dans le sens grec. Je pense que ce sens du soin, c'est quelque chose qui ne veut pas dire forcément je m'occupe, je dépasse ma fonction. Je prends soin parce que je crois déjà que les personnes en médiation viennent aussi pour qu'on s'occupe d'elles. Elles viennent pour être entendues, elles viennent pour écouter aussi. Et je crois qu'elles sont sensibles à certaines actions du médiateur qui peuvent être considérées comme intrusives si on est hors champ médiation et si la confiance n'est pas établie. Mais une fois que la confiance est établie, je pense que la manière de prendre soin, justement en interrogeant d'une manière un peu intrusive, fait partie de notre mission. Et je voulais rétablir justement ce sens du service mesuré, parce que médéo et médo sont des verbes cousins qui
représente d'abord la racine prendre soin, se préoccuper d'eux, C'est ce qu'on entend de nos jours par le care. Le care, exactement. C'est cette notion de soin qui est d'actualité, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs, hein, qu'on trouve donc le besoin d'aider son prochain sans pour autant entrer en dehors de domaine qui est réservé. Donc c'est une bienveillance. Une bienveillance qui se limite à la proximité de l'autre. Voilà. Et moi je trouvais très intéressant quand on voit que Socrate disait connais-toi toi-même. Je me disais qu'à partir du moment où on apprenait à se connaître nous-mêmes en découvrant l'humanité de l'autre, je pense que c'est un très bon chemin d'être médiateur. Le fameux gnotis et auton. Voilà. Donc ça vient, cette troisième racine med qui est en lien avec le soin, ça vient peut-être expliquer les questions qu'on a innombrables et les interrogations de certains médiateurs qui disent mais non, c'est pas de la thérapie. Mais en fait, si, bien sûr, c'est normal qu'il y ait des effets thérapeutiques. C'est en lien avec la catharsis des émotions. C'est tout à fait normal que dans l'espace de médiation, il y ait un effet thérapeutique. C'est tout à fait normal quand quelqu'un sort d'un entretien individuel ou d'une séance où il y a eu un processus, c'est-à-dire un chemin, une méthode, un chemin qui se dessine ensemble, c'est normal que ça fasse du bien. Exactement. C'est tout à fait normal que la médiation fasse du bien. C'est un mot agréable pour une fin. Pour une fin, donc nous arrivons au terme. On n'a pas eu beaucoup de questions. Je vois dans le fil de discussion. À vous nous remercier, merci pour vos remerciements. On vous l'a dit, on est amatrice. Hein. Ah oui, tout à fait. Philhélène. Philhélène. Donc n'hésitez pas à faire des remarques parce que peut-être on a dit certaines choses qui n'étaient pas tout à fait justes. Ou à nous écrire. Donc pour ceux qui le souhaitent, on va vous rendre disponible la vidéo va paraître. Oui, on va rendre disponible ce PowerPoint. Alors, voilà, j'ai une question. Merci Bruno. Le multipartialité n'était pas le plus indiqué de parler d'omnipartialité. Alors là, pourquoi pas ? C'est une question de dosage. C'est une question de dosage. Oui, omni, bien sûr. Alors, sans doute que les racines ne sont pas les mêmes. D'accord, merci pour les remarques. Bon. Je balaye un petit peu les différentes questions. Bon, voilà. À votre disposition quand même, parce que nous avons l'intention d'aller plus loin peut-être. Oui, on a sans doute l'intention d'aller plus loin. Alors comme il est déjà 20 h, on va bientôt vous laisser. Mais avant de vous laisser donc, merci, très grand merci Claudie. Merci de cette communauté que nous avons créée toutes les deux autour des Grecs. Qui sont un peu plus que nos ancêtres, qui sont notre âme. Tout à fait, notre âme et notre modèle. Oui. Et ça nous a permis à nous de cheminer pour pouvoir vous présenter ces sources grecques vives de la médiation à travers les mots qu'on ne pense pas toujours mais qu'on utilise sans cesse. Ce n'est pas Palo Alto qui a inventé la médiation. Ce n'est pas Palo Alto, ça vient des Grecs. Et sans doute que les Grecs, soyons justes, les ont empruntés parce que Platon est allé en Égypte, donc sans doute que bien évidemment on doit énormément de choses à l'Orient. Et je n'oublie pas, bien évidemment, que derrière cet alphabet grec, il y a les Phéniciens. Donc peut-être qu'on pourra à un moment donné aller chercher du côté des Phéniciens et du côté du premier traité de paix entre l'Empire égyptien et l'Empire hittite. Mais ça c'est peut-être pour une autre fois, et la prochaine fois, ce sera le dernier samedi de novembre. Si je ne m'abuse, c'est le 27 novembre, eh bien, le 15e webinaire du CEMA. Et là, nous étions en Grèce, nous irons de la Grèce à la Chine. Comment penser la médiation de la Grèce à la Chine avec François Julien. Nous accueillerons François Julien et ce sera animé par Bertrand Delcourt, notre président qui connaît très bien la pensée de François Julien. Je viens de me mettre au chinois, mais je suis dans l'incompétence totale d'animer ce webinaire. Je suis ravie que ce soit Bertrand Delcourt qui s'y connaît bien mieux que moi et surtout François Julien qui est le spécialiste en la matière. Avec la notion de crise. Voilà, de Grèce à la Chine. Donc merci à tous, merci à vous. Catherine, merci à votre équipe.